Bonjour, donc je suis Leïla Rivard, je suis médecin pédiatre au Centre pédiatrique des Côtes, plus communément appelé le Château des Côtes pour ceux qui connaissent. Donc c'est un établissement hospitalier de soins médicaux et de réadaptation, donc, pas toujours très connu ni des patients ni des professionnels. Peut-être un peu moins un équerre, mais en tout cas, je voulais vous présenter un petit peu à quoi on sert et puis faire un petit focus sur une prise en charge qu'on a mis en place depuis quelques années au Centre pédiatrique des Côtes autour des troubles de l'oralité. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un soin médical et de réadaptation? Donc, c'est une structure hospitalière. Donc, ça peut être soit un service hospitalier au sein d'un hôpital, soit un hôpital entier dédié au SMR. Il y a 1800 structures en France, dont une centaine en pédiatrie. Donc, ça nécessite d'avoir un agrément, une autorisation ARS qui est réévaluée tous les 5 ans, en fonction d'un cahier des charges qui est précis, avec plateau technique, type d'équipe, de professionnels, et puis aussi des résultats qualité. Donc l'objectif est d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire qui soit individualisée aux patients, coordonnée et dont l'objectif principal est donc l'amélioration fonctionnelle du patient. Donc les 3 grands objectifs des prises en charge dans nos établissements hospitaliers, donc c'est d'abord la stabilisation de l'état médical. Donc ça c'est une des petites modifications qu'il y a eu dernièrement, puisqu'avant on s'appelait SSR, service de soins et de réadaptation. Maintenant il y a un focus sur la partie médicale. Donc c'est d'abord stabiliser l'état médical. Donc ça peut être poursuivre ou adapter les soins médicaux. Quels qu'ils soient, des traitements médicamenteux, ça peut être aussi de la ventilation, de la nutrition entérale et d'autres suppléances. Surveiller aussi l'état du patient, prendre en charge les complications, qu'elles soient bénignes ou de moyenne gravité, et puis traiter toutes les affections intercurrentes. Deuxième objectif, donc c'est réduire les séquelles et les limitations de capacité fonctionnelle. Donc le premier moyen, évidemment, c'est la rééducation. Donc, c'est souvent des rééducations un peu intensives, quotidiennes, voire pluriquotidiennes, de la kiné, de l'orthophonie, de la psychomotricité, de l'ergothérapie. Voilà. C'est pluridisciplinaire, ça peut être en individuel ou en groupe. Alors, particularité chez l'enfant, c'est de pouvoir permettre aussi une scolarisation qui est adaptée et qui est en général spécialisée. Donc, tous les services de soins médicaux et de réadaptation ont une unité d'enseignement spécialisée en leur sein. Ça fait partie du plateau technique qui est obligatoire. Également, de favoriser un accompagnement éducatif à la fois de l'enfant et de sa famille, une guidance parentale. Et puis, pour ce qui est très pratique, aussi d'adapter tous les appareillages qui sont nécessaires à la prise en charge, que ce soit des appareillages orthopédiques comme des appareillages de ventilation ou de nutrition. Troisième grand objectif, c'est donc soutenir la réinsertion. Donc pour la pédiatrie, ça va être le retour à domicile le plus possible avec une vie familiale, la scolarisation. Ça peut être aussi l'orientation vers un établissement médico-social plus adapté pour l'enfant. Donc plusieurs petits moyens. Donc l'éducation thérapeutique du patient et son entourage. L'éducation thérapeutique, elle peut être très précoce. Il y a des petits enfants à qui on apprend par exemple à s'aspirer tout seul dans la trachéotomie à partir de l'âge de 3 ans. Travailler sur l'orientation, donc évidemment l'assistante sociale a un rôle fondamental dans cette partie de la prise en charge. Faire le lien avec les partenaires ambulatoires, que ce soit les structures ambulatoires de prise en charge rééducative comme les CAMS, les CESAD, CESAP, les professionnels libéraux, les PMI, mais aussi faire le lien avec les établissements médico-sociaux qui vont être amenés à prendre en charge ces enfants après les séjours chez nous. Faire le lien avec les écoles, donc notamment faire des réunions avec l'enseignante référente pour pouvoir décider de toutes les adaptations scolaires qui vont être nécessaires à la sortie de l'établissement. Et puis, en pratique, organiser le retour à domicile, ça veut dire aussi chercher des prestataires qui vont être en capacité de prendre le relais et puis organiser le suivi médical et le suivi social de ces familles. Donc le parcours de soins, c'est très simple. Donc plus de 80% de l'adressage vient des hôpitaux de soins aigus, c'est-à-dire l'hôpital Necker. À Paris, c'est l'hôpital Necker, Trousseau, Robert Debré essentiellement. Et puis, après le séjour chez nous, à peu près moitié-moitié de retour à domicile ou moitié retour dans les lieux de vie. Voilà. Lieux de vie, ce sont les établissements médico-sociaux essentiellement. Alors, comment est-ce qu'on choisit un SMR ? En fait, on ne le choisit pas en réalité, mais
Quand on a le choix, c'est d'abord selon la zone géographique. C'est un des points principaux. C'est un message aussi pour vous. C'est très très important de privilégier la proximité géographique du domicile et pas forcément de l'hôpital de référence pour favoriser les visites familiales et les retours à domicile le plus possible. On choisit aussi selon les spécialités et les autorisations spécifiques. Hein. Tous les SMR ne font pas la même chose. On a donc un agrément avec des orientations médicales particulières, notamment en pédiatrie. Il y a l'orientation neurologique, orthopédique, cardiovasculaire, respiratoire, digestive, la cancéro, les grands brûlés et tout ce qui va être santé mentale. On peut aussi s'arrêter sur les modalités d'accueil. Ça peut être aussi intéressant de voir en fonction de ce que la famille souhaite, ce que l'enfant, de ce qui est mieux pour l'enfant, privilégier des modes d'accueil en hôpital de jour. Donc là, on revient sur la proximité. Hein. C'est sûr que c'est plus facile pour faire les allers-retours tous les jours. Des hôpitaux de semaine, des hospitalisations complètes, en particulier pour les enfants qui ne sont pas encore parfaitement stables au niveau médical. On a des SMR qui ont des chambres mère-enfant, mais pas tous, des maisons des parents pour accueillir et faciliter les liens avec les parents. Et puis ensuite, on peut choisir aussi, selon des propositions spécifiques d'offres de soins, notamment le degré de médicalisation. Un enfant qui est instable, qui a besoin d'une surveillance médicale H24, il faut l'envoyer dans un SMR qui aura une garde médicale sur place. Ils ne l'ont pas tous. Un enfant qui a besoin de rééducation orthopédique très intense, il faut l'envoyer dans un SMR à orientation orthopédique avec le plateau technique adéquat. Ça dépend aussi des possibilités de scolarisation. Il y a des SMR qui n'ont pas de collège, par exemple, sur place. Donc on ne peut pas envoyer un enfant avec une trachéotomie et un fauteuil électrique dans un SMR où il n'y a pas de collège, hein, si l'enfant est en âge d'être au collège. Voilà. Et puis après, il y a des SMR qui font des séjours thématiques. Je vais vous en présenter un. Des séjours de prise en charge très spécifiques. Donc ça peut être des séjours de répit. Tous les SMR ne les font pas. C'est à destination des familles et des patients qui sont déjà à domicile et qui ont besoin d'une prise en charge de courte durée pour un répit familial, par exemple. Des séjours d'éducation thérapeutique. Alors ça, vous avez des thématiques très très variées. Ça peut être pour la prise en charge du surpoids, des troubles de l'oralité, je vais y revenir, de la réhabilitation cardiaque à l'effort, de l'apprentissage de la marche. Voilà. Donc certains SMR font des séjours à thème. Voilà. Et puis aussi, on choisit en fonction de l'expertise des établissements. Et surtout, en fait, je vous disais, on ne choisit pas toujours, c'est qu'on fait aussi en fonction des places disponibles. Et donc, on a un outil de dialogue entre les établissements de MCO, de soins aigus et de SSR qui s'appelle Via Trajectoire, alors qui fonctionne très très bien chez les adultes, beaucoup moins en pédiatrie. Pour l'instant, ça reste quand même encore plus efficace que le médecin prenne son téléphone et nous appelle directement. Voilà. Mais en tout cas, ça permet de faire des demandes très très larges, et notamment sur la France entière, quand on n'arrive pas à trouver de place dans sa région. Alors, c'était pour ceux qui ne connaissent vraiment pas les SMR, je vous donnais des exemples chez les patients, par exemple, atteints de votre filière. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire pour un petit de 2 mois et demi qui est atteint d'une séquence de Pierre Robin isolée avec une trachéotomie, une nutrition sur sonde. L'objectif du séjour, ça peut être de stabiliser déjà l'état respiratoire, optimiser l'état nutritionnel, éduquer les parents aux soins, c'est-à-dire les former pour tous les soins de trachéotomie, aspiration, pose de sonde nasogastrique, les rendre un peu autonomes dans la prise en charge de leur enfant. Évaluer les possibilités de sevrage de la nutrition entérale. Si ce n'est pas possible, les accompagner vers la pose de la gastrostomie. Prévenir les troubles de l'oralité, ça c'est un gros axe de prise en charge. Et puis faire la rééducation comme on l'a fait dans les établissements de SMR, l'accompagnement éducatif, la guidance parentale. Et puis enfin, organiser le retour à domicile avec toutes ses composantes. Donc c'est des séjours qui durent entre 1 et 2 mois. Voilà pour ce type de prise en charge. Sans problématique sociale. Autre exemple, une petite fille de 7 mois qui était adressée pour la prise en charge d'un syndrome charge avec une laryngomalacie, des troubles de déglutition, une nutrition entérale sur sonde, une ventilation non invasive, un enfant qui n'était pas encore opéré de sa cardiopathie et qui avait une surdité qui n'était pas encore appareillée. Donc, on déroule les objectifs de prise en charge. Pareil, stabilisation de l'état respiratoire, adaptation de la ventilation, optimiser l'état nutritionnel pour qu'elle puisse aller à la chirurgie cardiaque de façon
dans un état nutritionnel correct, prendre en charge tous les troubles de déglutition, évaluer les possibilités de sevrage. Là, c'était pas possible, donc c'était l'accompagnement vers la gastrostomie. Prévenir les troubles de l'oralité et puis s'occuper de tout ce qui était appareillage auditif, donc on en a bien parlé, de la rééducation orthophonique qui va avec, former les parents aux soins, faire la rééducation donc, fonctionnelle, de la kiné, de la psychomotricité, un accompagnement psychologique aussi de la famille qui a été très important dans cette situation-là. Et puis organiser le retour à domicile ou vers un établissement médico-social. Ça a été le cas pour cet enfant, donc ça a été une orientation vers un IME adapté. Donc avec un séjour qui a duré 8 mois. Alors je vous rassure, non, je vous rassure pas, mais elle n'a pas été admise en IME à 15 mois, c'est sûr. Mais il y a eu un passage par le CESAD avant de pouvoir être orientée en IME. Voilà, et donc je vais passer celui-là parce que je voulais vous présenter en quelques diapos donc un exemple de séjour un peu spécifique qu'on a mis en place chez nous, puisqu'on m'a demandé d'en parler un petit peu. Donc, depuis quelques années, on a mis en place des séjours d'aide au sevrage de la nutrition entérale. Donc, c'est un séjour spécifique qu'on est les seuls à faire en France, à ma connaissance. Donc, de quoi il s'agit? C'est proposer un espace de prise en charge intensive des troubles de l'oralité sévère dans l'objectif d'aller vers un sevrage de la nutrition entérale. Donc le parcours du patient, donc c'est des patients qui sont adressés exclusivement par des médecins ou des équipes médicales, donc soit des centres hospitaliers, soit des équipes de rééducation. Donc on fait une visite de préadmission, ensuite soit on décide qu'on fait le séjour, soit on ne le fait pas, et derrière l'enfant est réadressé à l'équipe qui nous l'a envoyé. On intervient vraiment ponctuellement dans sa prise en charge. Donc c'est des enfants qui viennent de toute la France, puisque a priori on est les seuls à le faire. Ce sont exclusivement des patients sous nutrition artificielle, puisque l'objectif c'est d'aller vers le sevrage. On accueille des enfants âgés de 9 mois à 14 ans. Donc on s'arrête à 14 ans, même voire, en fait, c'est des enfants prépubères. On ne prend pas les enfants qui ont démarré leur puberté, puisqu'il y a une phase de croissance qui nécessite des apports caloriques importants, et c'est pas compatible avec un sevrage rapide où il y a de toute façon une diminution des calories ingérées. Donc en amont, on vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication au sevrage, donc c'est-à-dire que l'équipe médicale est d'accord, qu'il n'y a pas de troubles sévères de déglutition et qu'il n'y a pas de risque de dénutrition important, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas une grosse chirurgie type greffe qui est prévue dans les mois qui viennent. On essaye aussi en amont, quand c'est possible, de comprendre pourquoi il y a une dépendance à la nutrition entérale. Est-ce que ça va être possible ou pas de le sevrer? Et puis, on définit quelques préalables aussi, c'est-à-dire avoir un état nutritionnel qui soit correct ou au moins stabilisé. Si l'enfant est complètement dénutri et qu'il a une courbe de poids et de taille qui est en chute libre, ce n'est pas le bon moment pour le sevrer. Possibilité d'un certain degré de séparation, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est un séjour en hospitalisation complète. Alors on demande la présence des parents, mais il faut au moins que l'enfant puisse être pris en charge tout seul, sans maman et papa, pendant 1 heure par jour. Et puis s'assurer aussi que c'est pertinent de le faire en institution et en collectivité. Donc c'est pas forcément très adapté pour les enfants qui ont des troubles envahissants sévères, du développement des troubles des TED très sévères. Alors le séjour, il dure 4 à 6 semaines. On demande la présence d'au moins un parent sur toute la durée du séjour, sauf exception pour les enfants qui sont placés. Tous les repas sont pris en groupe, accompagnés avec des professionnels, et il y a des temps de prise en charge, de prise en soins qui sont individuels ou en groupe entre les temps de repas. Donc c'est vraiment une prise en charge pluriquotidienne qui est vraiment axée sur le trouble de l'oralité. Et on fait des synthèses avec les parents de façon hebdomadaire. La première semaine, on ne touche pas la nutrition entérale, et ensuite on diminue assez rapidement, sur une quinzaine de jours en moyenne, et on profite de l'accueil en milieu hospitalier avec une surveillance médicalisée importante pour essayer de faire un sevrage complet. On va profiter de ce temps qui va être un peu exceptionnel dans la vie de l'enfant pour dire on va jusqu'au bout, on essaie d'arrêter complètement et on voit ce qui se passe. Évidemment, on surveille bien le poids, les glycémies, l'état de l'enfant. Ensuite, une fois que le sevrage est fait, donc on surveille au moins 1 semaine dans le service. Il faut que le poids soit stable, que l'enfant prenne au moins 60% de ce qu'il avait à l'entrée en termes de ration calorique, que la famille se sente prête à rentrer à la maison aussi, et qu'on ait pu organiser au moins une surveillance médicale du poids dans les semaines qui suivent.
le relais avec les équipes d'aval. Donc on recontacte tous les professionnels qui nous les ont adressés pour organiser le suivi ambulatoire qui doit se prolonger au moins sur 2 ans. Donc j'insiste parce que la surveillance de la croissance staturale, elle est super importante sur le long terme. Voilà. Et puis nous, personnellement, on reprend des contacts assez rapprochés après la fin du séjour et puis jusqu'à 2 ans pour voir un petit peu les suites de ce sevrage. Voilà, très rapidement, on fait ça depuis 4 ans, on a accueilli 67 patients en fait. On a fait 55% de sevrage complet à l'issue du séjour. Et sur les 2 ans, c'est 87% d'enfants qui sont complètement sevrés. 26% de sevrage partiel, c'est-à-dire au moins 30% de diminution. Et en fait, à terme, quand on regarde, il y a quasiment 100% de sevrage à 2 ans. Voilà. Merci de votre accueil et de votre écoute. Merci beaucoup. Merci pour ce panorama complet du fonctionnement donc de SMR et pas SR. Oui, c'est ça, c'est nouveau. C'est la nouvelle nomenclature. Et aussi la présentation du programme de sevrage de la nutrition entérale. C'est vrai que nous on utilise trajectoire, mais c'est bien de rappeler que c'est toujours mieux de passer un coup de fil en fait. C'est indispensable en fait. En tout cas, les deux sont compatibles. Une question rapide. Alors, un commentaire aussi. Oui. Alors, oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs il y a 3 autres centres qui font du sevrage sur des petites vacances scolaires en hôpital de jour sur 2 semaines. Voilà. Par contre, dans leurs objectifs, c'est pas sevrage complet. Ils sont assez prudents sur les objectifs de séjour. Oui. Il y en a un à Toulouse. Oui, il y a Toulouse, voilà, Toulouse-Bousquerolles, qui fait qui fait 2 à 3 sessions par an. Et il y a 2 SMR dans le Nord, autour de Lille, mais ils ont un recrutement exclusivement régional. Parce qu'en fait, voilà. Alors, Tillane ne fait pas de séjour pour l'instant. Ils font de la prise en charge en hôpital de jour. Oui. Mais c'est pareil, dans le Nord et en Bretagne, ils ne prennent pas de patients hors région.